je le dis aux jeunes filles qui rentrent à HEC, vous avez aucune raison de pas avoir la même ambition, de vous autoriser à avoir la même ambition que les autres. Il y a 30 ans, le langage, c'est l'anglais, il fallait parler anglais. Aujourd'hui, il faut parler cybersécurité, il faut parler quantum, il faut parler IA. Mon obsession, là, c'est vraiment de se dire quel est vraiment l'impact de cette institution sur notre environnement. Les gens viennent te voir en te disant que le destin a changé grâce à vous, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, un mot pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines pauses. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire qui vous aimeriez voir à ce micro en commentaire. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Diriger l'une des écoles les plus prestigieuses au monde, ce n'est pas seulement gérer une institution, c'est décider ce que l'éducation doit devenir. Aujourd'hui, dans Pause, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général d'HEC Paris. Un dirigeant qui pense que l'éducation n'est pas un privilège à protéger, mais un levier à réinventer et à déployer. Quelqu'un qui a fait de l'international, de l'impact et du sens au cœur de sa vision. On va parler des dessous d'une grande école, de pouvoir, de responsabilité, de la transformation de l'éducation à l'ère de l'IA, des initiatives sociales d'HEC et de ce que signifie former les leaders dans un monde instable. Bonjour, Éloïc Perrache. Salut Alexandre. Ton histoire est aujourd'hui à HEC Paris. Moi, qui te connais depuis des années, j'ai creusé pour savoir encore plus. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, j'avais complètement oublié, tu me l'avais dit, mais je l'avais oublié, le fait que tu es né en Inde, que tu as vécu des années importantes, des années d'adolescent au Japon. À quel point ça, toi qui as une vision très internationale, et c'est moi aussi qui m'intéresse, c'est que toute ta carrière, tu l'as faite en France, et toute ton enfance, une grande partie de tu as fait à l'international. Qu'est-ce que ça dit de toi ? Qu'est-ce que ça a changé en fait ta vision du monde en fait ? Ah, ça a été extrêmement important. Pas l'Inde. Un peu. Mon vrai prénom c'est Éloïc Anil, et donc Anil c'est un prénom indien. Donc quelque part, il y a quelque chose de moi. Tes parents quand t'es né là-bas, ils ont donné un ils prénom ont dit... indien. Et c'est même Éloïc Anil, tu vois. Donc et j'ai ceux qui m'appellent Éloïc, d'autres qui m'appellent Anil. T'as encore des gens qui t'appellent Anil aujourd'hui ? Ouais. Et ma fille m'appelle Anil, mes parents m'appellent souvent Anil. Parce que quand ils sont pas contents, tes parents ? Non, au contraire. C'est là qu'ils sont fiers de toi. Anil. Je parlais pas français en rentrant en France. Je savais pas parler français quand je suis rentré vers 4 ans presque. Après le français, j'ai oublié l'anglais. Et à 8 ans, on est reparti vivre au Japon. Et là, ça a été long. Ça a été quand même 6 ans. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, ton papa, au départ, est diplomate. C'est pour ça, en fait, que tu te retrouves dans différents pays du monde. Ta maman travaille pour des grandes entreprises, donc elle travaille dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui se passe tu tournais comme ça, vous tourniez, jusqu'au moment où il y a une discussion entre tes parents, c'est ça ? Où il y a un moment et un autre. Oui, alors, il est diplomate en Inde. Il est un diplomate en Inde, c'est ça. Et il quitte la diplomatie très rapidement. Qu'est-ce qu'il fait en diplomate ? Quel titre il a ? Il est attaché culturel ? Oui, c'est ça, attaché commercial. Et ils sont tous les deux partis faire leurs études au Canada. Et très rapidement, ils partent en Inde. Et j'en ai jamais discuté avec eux, mais j'ai cru comprendre que ma maman lui a dit soit tu quittes la diplomatie, on a un petit avenir ensemble, mais moi je vais pas te suivre tous les 3 ans parce qu'elle, effectivement, elle a une carrière extraordinaire aussi derrière. Et donc. Attends, tu dis que tu n'as jamais parlé de tes parents, c'est ce que tu penses, c'est ce que Non. J'ai entendu dire, mais on n'en a pas. Mais jamais tu leur as dit en face, jamais. Non, ouais, je sais pas. Je l'ai appris assez récemment d'ailleurs. Donc c'est quoi, c'est ta sœur qui t'en a parlé ? Je sais plus. Tu sais très bien. Je sais que tu sais, je mens pas. Je sais plus. Mais et donc on rentre en France parce que effectivement ils changent et tous les deux partent dans le privé. Et au Japon, ils ont tous les deux l'opportunité au même moment. Alors ils l'ont travaillé en commun, mais de partir et chacun d'ouvrir le bureau de leur entreprise. Et sinon ils seraient pas partis. Mais ils avaient ce virus de l'international. Et donc moi j'ai baigné là-dedans, et au Japon en plus, quand tu es dans une école française à l'étranger,
tes amis, ils sont du monde entier. Enfin, cette partie d'influence, en tout cas, des lycées français, elle est assez extraordinaire parce qu'il y a vraiment des étudiants du monde entier. Et qui sont amoureux. Qui apprennent le français, etc. etc. La culture. Et tu vois, je pense que c'est ça que j'ai pris. Et c'est vrai qu'à HEC, quand j'ai pris des responsabilités, après la première période où j'étais enseignant-chercheur, c'était une école qui était encore assez française. Européenne, française, pas aussi internationale. Et l'idée, ça a été de se dire comment on la transforme en un forum mondial, parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Toi, t'es picosé à la France, quand même. T'aimes le drapeau, t'aimes ton pays. C'est peut-être d'avoir vécu loin de là qui t'a donné cet amour très jeune, en fait. Aussi. Ah oui, cette idée du projet France, mais avec une diversité importante. T'as appris le judo là-bas. Tu peux expliquer les règles du sumo, toi. Donc, tu peux regarder des matchs de sumo. Ah, je regardais tous les tournois de sumo, quoi. Je regardais même du baseball quand j'étais au Japon. J'ai plus jamais regardé du baseball. Oui, parce que les Japonais sont, comme les Américains, sont très bons aussi au sumo, baseball. Et puis d'ailleurs, il y a un tournoi de sumo à Paris au mois de juin. Là, je compte bien que tu y ailles. On a parlé de tes parents. Tes deux parents ont eu des très belles réussites. Très belles réussites. Est-ce que ça, c'est une pression implicite de la part de tes parents? Est-ce que justement, c'est une liberté totale? Quand toi, tu dis à tes parents, moi, dans mon futur, ce sera prof de sport. Est-ce que tu fais ça pour leur dire, tu sais quoi, moi c'est grand, ou est-ce que c'est vraiment ça que tu dis, j'ai la liberté totale, c'est ça que j'ai envie de faire? Parce que c'est à un moment ça que tu voulais être un prof de sport. Ouais. T'as terminé prof d'éco, c'est quand même. c'est pas la même chose. Ils sont extraordinaires et donc il y a un peu de tout ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un fou de sport et j'ai fait beaucoup de sport. Tu as parlé du judo. Alors, quand tu es au Japon et que tu fais du judo au Kodokan, voilà, etc. Et j'étais en compétition en permanence. Mais voilà, du ski, du tennis, bref, beaucoup de sport. Et donc, tu as parlé de picousé tout à l'heure. J'étais aussi picousé à l'international et au sport. Et c'est encore le cas. Et je sais que je parle à quelqu'un qui aime ça. Et on est deux à lire tous les jours l'équipe. Ah ouais. Voilà. Tous les jours. Donc on est, il y en a encore d'autres, hein, mais là, nous, on lit tous les jours l'équipe, toi et moi. Et donc, ils étaient, je pense, très malins à la fois passer une certaine ambition et, sans le dire mécaniquement, il y avait un sujet de rôle modèle, enfin, tu vois, qui était fort. Et je pense que ça m'a fait prendre conscience de l'importance de ces rôles modèles après au sein d'une école. Je te raconte une histoire un jour. Un étudiant qui passait les oraux d'HEC et puis finalement qui apprend pendant les oraux il était pris dans une autre école il prend ses affaires et il veut partir. Et je lui dis, mais on l'attrape en lui disant juste, c'était il y a, je sais pas, 15 ans, c'est pas possible de faire ça là. Enfin, je veux dire, mais j'ai été pris dans l'autre école. Et je lui dis, mais c'est pas grave, enfin, tu vas au bout. Jusqu'au bout. Et il dit, mais attendez, syndrome de l'imposteur, j'ai rien à faire ici, je suis un imposteur. Avec cette autre école, j'ai déjà dépassé le modèle familial de manière dingue. Donc parfois, de manière, tu vois, non consciente, oui, bien entendu, qu'il y avait un sujet de rôle modèle qui était important, des carrières qui étaient assez extraordinaires. Donc, ouais, tu te projettes. Et justement, par rapport à ça, donc on parle de Yves, ton papa, Marie-Claude, ta maman, Marie-Claude qui, elle, devient une figure du leadership féminin, donc connu durant toutes ces années-là, en mettant en avant fortement ce que la femme doit être et pas devrait être. Toi, à un moment, c'est ça qui est assez fun. Parfois, au début de ta carrière, on disait « Ah, et Loïc, c'est le fils de Marie-Claude, c'est ça, c'est ça. C'est quand même, elle avait... Maintenant, Marie-Claude, on lui dit c'est la mère de Loïc. Mais c'est marrant, toi, ça, souvent, ça peut arriver avec le papa, on dit juste le fils de Yves, mais toi, c'était la maman. Ça t'a été facile, ça t'a fait sourire, au bout d'un moment, tu dis juste... Non, mais ça te fait sourire et t'es admiratif. Enfin, j'étais admiratif des deux, parce que c'est deux carrières différentes. Mon père a effectivement créé son entreprise. Donc, c'est un entrepreneur. Et donc, j'ai un tropisme pour l'entrepreneuriat très fort, et je pense qu'il y a participé. Et elle, effectivement, avait... Mon travail pour France Télécom, a été la première femme au bord de France Télécom. Comex, ouais. Comex, oui, Comex. Et directeur, plutôt. Et puis, tu vois, présidente de European Professional Women Network. Après, elle a fait... Donc, elle était voilà. Activiste. Justement, cette activiste de ta maman, toi, qu'est-ce que ça a généré chez toi dans la capacité de l'écoute de la femme? Justement, tu parlais du syndrome de l'imposteur qui est aussi répandu pour un certain nombre de femmes. Est-ce que toi, tu es encore plus dans la protection? Est-ce que pour toi, ça a été là aussi picousé très rapidement par ta maman ou c'est juste normal pour toi?
Je pense que plus que la protection, c'est... je le dis aux jeunes filles qui rentrent à HEC, le premier jour, je m'adresse à toute la promo, puis à moi je dis un message particulier pour les jeunes filles. Vous avez aucune raison de pas avoir la même ambition, de vous autoriser à avoir la même ambition que les autres. Et c'est aussi, vous êtes libre. Vous pouvez ne pas avoir envie de devenir CEO, présidente, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Et ce que j'ai vécu moi, et je l'ai vu, et ça c'est une discussion qui est plus difficile avec les élèves, mais que j'ai en fait reproduit un peu ce modèle-là aussi, c'est j'ai vu à quel point le rôle du conjoint était aussi absolument colossal. Et donc, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur le fait que c'était l'un et l'autre. Je suis incapable de dire qu'il y en a un qui s'est mieux occupé de moi ou plus occupé de moi, etc. Il y avait, c'était 2 carrières en parallèle. Et si les femmes veulent avoir des carrières, il faut que ça soit très clair que il y a un bon équilibre entre les deux. L'équilibre. Si je te dis groupe 18-20, ça, tu as pensé à quoi, ça? C'est la rencontre avec ma femme. Une femme, une vie, puisque tu as rencontré ton épouse à 18 très tôt, ans. 18 ans. Donc, dans un groupe qui s'appelait 18-20, vous êtes l'un et l'autre, vous habitez les Roses, la Haye les Roses. Les Roses, ouais. Puisque vos familles sont là et vous vous rencontrez à ce moment-là. Justement, en parlant de ta femme qui a une carrière exceptionnelle, c'est une femme exceptionnelle qui est donc une neurochirurgienne. Donc, elle n'est pas chirurgien, elle est neurovasculaire. Neurovasculaire, excuse-moi. C'est-à-dire qu'une partie de son temps, de son travail, ça va être de changer la trajectoire et pour le coup, parfois sauver aussi des vies, des directions. Toi, c'est un métier qui est un métier fait dans un pays. Toi qui avais cette bougeotte, tu as réussi, tu me parles d'équilibre. Est-ce que vous avez eu ces discussions-là à un moment avec Anne, ton épouse, en disant je n'irai jamais diriger, être professeur au MIT parce que tu ne pourrais pas travailler là-bas. Est-ce que ça a été dit, ça a été expliqué, exprimé ou pas du tout pour toi? Tu n'avais même pas besoin d'exprimer. Tu savais que ça devait rester dans un hexagone, c'est-à-dire la France. Non, ça a été dit. On en a parlé. Et l'idée qu'on puisse bouger à l'international, ailleurs, mais qu'elle soit amenée à renoncer à son métier assez rapide. Enfin, et pour moi aussi, c'était naturellement pas une option. Donc, soit on y allait tous les deux, soit on n'y allait pas. Donc, comme tu l'as dit, j'ai eu cette chance de grandir. Même après, pendant mon doctorat, j'ai quand même bougé. Puis après, mes enfants, nés ici, grandis ici, ils se sont rattrapés depuis, hein, ils ont bougé. Donc mais toi, t'as côté un peu ça, quand t'as vu tes enfants grandir, que toi, t'as eu cette chance et que tu ne pouvais pas pour tes enfants. Alors, en effet, 2 sur les 3 aujourd'hui sont dans différents endroits du monde. Le dernier est avec vous, donc il ne peut pas encore bouger. Mais toi, tu as été très content de les voir après et partir tout de suite. Ça t'a un peu manqué pour eux. Tu t'es dit, c'est un petit manque ou tu dis, ils me rattraperont tout de suite. Ouais, je me suis dit, pour être franc, je me le suis dit. Ouais, et puis, assez vite, après, et je les vois très, très à l'aise dans cet environnement-là. Donc, tu veux, c'était, modèle familial, sans doute. Reproduction un petit peu, c'était une évidence et puis en plus avec ce qu'elle faisait. Enfin, je veux dire, c'était une admiration dingue et un sens colossal. Je sais pas, tous on se pose la question, si c'était à refaire, tu ferais autre chose. Bon, quand tu lui dis, elle te dit, non, moi je fais exactement la même chose. Pas fréquent, quoi. Les gens te disent, je fais exactement la même chose. Et puis en plus, alors elle, secteur public chevillé au corps, enfin, je veux dire, tu vois, c'est un logement à la Pitié Salpêtrière, etc. Donc c'était une évidence. Et puis, comme tu dis, moi, le projet France, ce pays, s'engager, etc., ça faisait partie aussi des projets. Donc, ça n'a pas été un sacrifice. On parle de ces rencontres, là, on parlait de se rencontre à 18 ans avec ton épouse dans ce groupe de ce groupe à l'Haye les Roses. Quand on s'est rencontrés, parce que ici on en parle assez souvent sur Pause, des moments où des gens qui vont passer dans ta vie et qui vont faire que ta vie va prendre une direction différente. Il y a plusieurs moments dans ta vie, mais je sais qu'il y a un moment où tu es un bon étudiant sans être un étudiant excellent, tu travailles comme il faut travailler, enfin tu prends une voie où tes parents sont pas non plus avec un martinet en voulant que tu sois le premier et que t'ailles, mais il se passe quelque chose, ta maman avec toi, vous allez rencontrer dans des soirées lycéennes un prof de prépa. Donc raconte-nous un peu, tu t'en souviens comment il s'appelle ce prof de prépa? Ça change ta trajectoire. Ouais, il s'appelle Rémi et c'est vrai que on se l'a dit tout à l'heure, tu vois,
Moi, les amis, le sport, voilà, comptent énormément. Entre nous, je trouve pas ça très compliqué. L'école, donc je donne un peu, voilà, le temps qu'il faut, mais pas plus. Voilà. Et effectivement, pas beaucoup d'ambition. Et puis, rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Il m'a parlé du projet, de ce qu'on allait faire, la classe préparatoire, ENS. Le côté avec beaucoup à la fois de maths et d'économie. Je me suis dit, ça va me plaire. Sur le moment, je me suis dit, il se passe quelque chose, ça serait intéressant de l'avoir en cours, tu vois. Mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. Et ce qui s'est passé après, c'est que pendant 2 ans, là, par contre, là, j'ai adoré. Tu fais donc prépa, tu es admis à ENS, à l'École normale supérieure. Tu fais... Et là, c'est en agrégation que tu te poses la question, c'est quand tu es agrégé que tu décides de choisir. En fait, tu as plutôt le choix. Je vais te retrouver à Toulouse School of Economics. Elle s'appelait comme ça déjà à l'époque, elle a changé de nom. L'école d'économie de Toulouse, ça s'appelait. D'accord. Ouais. Qui est une école extrêmement réputée, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, parce qu'il y a justement Tyrol qui est là-bas. Mais c'est là, encore une fois, des moments, des instants dans ta vie qui changent ta trajectoire. T'hésites, en fait. C'est pas forcément Toulouse. Non. C'est Toulouse ou Strasbourg. Ouais. Et comment ça se passe, la décision ? En fait, la décision, c'est que tu as un copain d'un copain qui te parle. Ouais. Tu es très bien informé. Donc et c'est ça qui est bien d'être informé. Et qui deviendra un super ami. Mais effectivement, j'appelle un ami d'un ami qui est là-bas. Et qui m'en parle avec tremolo dans la voix, qui me dit c'est extraordinaire, j'aime beaucoup. C'est là aussi, tu vois, c'est en anglais. C'est des étudiants du monde entier. Enfin, tu vois, tu retrouves un peu cette dynamique-là. Et alors, l'idiot que je suis à l'époque, un peu, se dit, tu vois, j'ai vu l'Inde, Tokyo, Chicago, Paris. Qu'est-ce que je vais aller faire à Toulouse, quoi. Attention, ma maman vient de Toulouse. Ah, mais attention, non, mais attends, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Enfin, je veux dire, mais j'arrive. Il y a un autre déclic qui se passe pour toi. J'apprends qu'il y a deux cinémas en centre-ville. Je me dis, 2 cinémas, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, je me suis dit, et là, effectivement, les amis sont islandais, turcs, argentins, etc., etc. La ville est petite, donc tu fais pas comme à Paris. Ça te dit qu'on dîne dans 3 semaines ensemble. Non, tu dis on se voit ce soir, etc., etc. Je me fais piquer au rugby avec le Stade Toulousain, etc., etc. Enfin bref, donc le plus beau club du monde. Et donc effectivement, mais une hésitation. À un moment, Strasbourg avait un département d'économie qui était très bon. Je te retrouve en 2003. C'est l'ouverture de cette première grande page HEC, puisque là, je te retrouve professeur là-bas. Alors, raconte-moi un peu, comment on devient professeur à HEC ? Donc, en fait, dans l'université, enfin, dans des écoles comme ça, on publie des postes. Voilà. Donc, on dit, on a un poste en économie, un poste en finance, en stratégie, etc., etc. Et donc, on a une quantité de personnes qui peuvent postuler. Et donc, j'envoie mon dossier. J'envoie mon dossier à 2 écoles, à HEC et à l'ESSEC. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu vas passer à chaque fois une journée. Donc, si ton dossier leur plaît, tu es invité à venir passer une journée. Tu vas passer la journée à rencontrer tous les professeurs du département et tu vas faire un séminaire. Donc, tu vas faire une présentation d'un de tes papiers dont tu es le plus fier, etc., etc. Et donc, j'ai fait ça dans les 2 institutions et j'ai 2 offres. Même prix, même intérêt, même nombre d'heures. Voilà, mieux payé à HEC qu'à l'ESSEC. Et tu expliquais ça ? Pourquoi c'était mieux payé ? Non, pas spécialement. Je sais pas à l'époque, mais c'est le cas. C'est encore le cas aujourd'hui ? Vous payez le même prix ? Non, c'est le cas, mais c'est-à-dire que vous payez un peu plus vos professeurs, vous ? Oui. Aussi, mais c'est la recherche. C'est plus de moyens ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? Alors. Et ça, que c'est une très grande école également. Ouais, aussi. Et tu vois, beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais la recherche a une place unique à HEC. C'était le cas déjà il y a 20 ans C'était le cas. C'est encore plus le cas. C'est une importance comme ça. C'est un élément structurant de l'identité de l'école. Et donc, effectivement, on a des personnes qui sont des chercheurs extraordinaires. Ouais. Donc toi, tu signes. Et puis, si tu veux, il y avait ça, mais ça
c'est pas la raison pour laquelle effectivement je l'ai choisi. Il s'est aussi passé quelque chose là encore de rencontre, de qualité du département qui était absolument incroyable. Et donc c'est une majorité qui te donne l'offre, où il y a quelqu'un à la fin, tu as un entretien individuel avec quelqu'un à la fin, c'est le dean à l'époque ou c'est Alors j'ai rencontré Ramon Ansou à l'époque. Bernard Ramonsou qui était le doyen de l'époque. Qui était le doyen de l'époque. Et puis là, on a pas le doyen de la faculté qui lui t'appelle, te dit bonne nouvelle, j'ai une offre à vous faire, etc., etc. Et donc je prends cette offre et je commence en 2003. Tu imagines une seule seconde que plus de 20 ans après, tu en seras le patron? Jamais. Et c'était même un objectif que tu avais? Pas du tout. Non. T'aimes encore aujourd'hui professer? Alors je le fais plus. Je sais. Et donc j'adorais. Ah oui, je sais. Mais ça se voit quand tu parles, quand tu vois sur scène, tu sens que t'aimes partager, t'aimes transmettre. Donc non, pas du tout. Et alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les institutions académiques de premier plan mondial, il y a une période d'essai de 6 ans. C'est-à-dire que quand tu es embauché là... Au bout de 6 ans, on va te dire, est-ce que tu es titularisé? Tu ne peux pas être viré. Tu peux être viré quand même si tu fais mal ton boulot avant les 6 ans ou pas? Ah oui, donc tu peux... Très souvent, c'est au bout de 3 ans, on peut te dire... Il y a une première review à 3 ans. Mais pas une review à bout d'un an. Là, il faut vraiment... vraiment... On sait qu'il faut s'adapter, on veut devoir grandir, on va investir dans 3 ans, ces personnes. Au bout de 3 ans, on dit... écoute, voilà ce qu'il faut encore corriger, etc., etc. Et au bout de 6 ans, on prend une décision. Et donc, ça s'appelle la tenure. Voilà. Et donc, tu es intégré ou pas intégré. Au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans. Mais tu vois, on fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on te dit aussi, on te le dit à l'avance. Tu as une année pour payer. C'est une décision. Ça peut être une décision du dean tout seul, dire tiens, je veux pas de non, c'est très collégial. Et donc, tu as des lettres. Qu'on demande des lettres à tout un ensemble de professeurs dans le monde entier pour dire que pensez-vous de cette personne. C'est un peu naturel parce que on va te juger sur la qualité de ton enseignement, ça c'est très rapide, mais on va te juger sur ta capacité à faire bouger les lignes aussi en termes de recherche. Et ça prend du temps. Vous t'as mis en place, faites vos étudiants noter les professeurs? Ouais. D'accord. Depuis longtemps? Tous les cours. Alors, je sais tous pas. Les cours. Ouais. Depuis que toi t'es? Enfin, en tout cas, moi j'étais... Depuis que je suis là, on est évalué. Donc les élèves, et ça peut rentrer en compte si un professeur a 6. On les regarde. C'est le Vox Populi à parler ou pas? Ouais. Ça arrive. Et puis, si t'as 6 au bout d'un an, il y a quand même en dessous d'un certain un chiffre où le professeur, tu lui dis, tu veux pas être aussi mal noté, ou tu dis quand même, allez, on te donne encore. Alors, pendant tes premières années, il y a des chances quand même que tu restes pas quand même. Hein. Alors, effectivement, il y a des chances. Par contre, on va te former, on va t'accompagner, on va essayer de te faire grandir. Enfin, à HEC, 10% des professeurs sont des professeurs non français, un peu du monde entier. Professeurs permanents, chercheurs. 70%, c'est non français. Ouais. Et donc, ils ont été formés dans le monde entier, très souvent aux États-Unis et autres. Bon, parfois, il y a un petit choc culturel, il faut s'adapter. Donc, voilà. Donc, on les forme. Et donc, ça, c'est cette première phase. Ce que moi j'ai vu pendant cette première phase de manière un peu inhabituelle, c'est que je me suis engagé pour l'institution pendant cette phase-là, alors qu'en général tu fais que de l'enseignement et de la recherche. Mais t'as un truc en toi. J'avais aimé ça. Quoi. C'est un bon point. Je me souviens de cette année, on est en 2007. Toi, t'en as parlé tout à l'heure, ton papa Yves, entrepreneur, il a certainement donné quelque chose, un goût de l'entrepreneuriat pour toi. Et là, tu vas co-créer, en tout cas tu vas aider à lancer à leur côté dans ta 4e année de ta tenure, comme tu dis, l'incubateur HEC. Alors, qu'est-ce qui te passe à travers la tête pour justement sortir de ta ligne de nage où ce qu'on t'attend, c'est que tu performes et que pour dire, je sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était avec 2 jeunes étudiants à l'époque, donc un qui est venu ici il y a quelques temps, qui s'appelle Victor Luger, qui est le cofondateur avec Tigrane Sédou de Big Mama. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tu as déjà un peu comment tu peux arriver à convaincre même l'institution d'accepter ça? Et il t'a mis à ce point-là déjà? Écoute... T'es juste professeur. C'est un risque. Ouais, c'est un risque. Et le directeur de la grande école à l'époque, il s'appelait Hervé Cress, alors c'est lui qui m'a aussi embauché, il est dans le département d'économie, bref. Il me dit, moi j'aime... C'est un normalien Sciences Po, et donc il a un appétit pour la sphère publique. D'ailleurs, il a quitté HEC pour aller à Sciences Po. Il dit, voilà, la partie publique, je m'en occupe. Est-ce que toi, tu peux m'aider avec les entreprises et les entrepreneurs? Et moi,
j'ai un appétit pour la partie entreprise et entrepreneur. J'adore les entrepreneurs. Enfin, et donc, tu vois, je sens qu'effectivement, j'ai pris la direction d'un programme, donc gérer un programme. Il y a un sujet d'impact court terme. C'est la recherche a souvent un impact fantastique, mais long terme. Et moi, j'ai sans doute un peu un sujet d'impact un peu à court terme. Et donc, il y a Victor et Grégoire, qui aujourd'hui, alors lui, maire de Palaiseau, pas loin, et qui disent on voudrait créer l'incubateur HEC. Et donc, Hervé, à l'époque, me dit vas-y, go, quoi. Et toi, ni une ni deux, c'est bon. Ah ouais, j'y vais. Ouais, toi, Même chose, un peu comme Anne tout à l'heure, tu le referais 10 fois mais si tu veux, c'est assez marrant parce que c'est un sujet de personnalité. Une fois plus, la recherche me manque. Je pense qu'elle a une importance colossale dans un monde, en plus, tu vois, aujourd'hui, de fake news, de post-vérité. Enfin, il y a un rôle extrêmement important d'inspirer les débats publics. Mais quand je fais que de l'enseignement et de la recherche, tu parlais de Anne tout à l'heure, je rentre à la maison, tu vois. Je lui dis alors comment c'était aujourd'hui, elle m'a dit écoute, les pompiers ont débarqué, la personne n'était pas bien, j'étais sur tu vois, en train de la réanimer, etc. Enfin bref. Et toi, ça va mon chéri? Et moi je lui dis bon écoute, mon modèle a l'air de tourner, ma dérivée seconde est bien positive, etc. Et donc parfois enfin tu vois, personnellement j'ai un petit sujet peut-être d'alignement par rapport à mes aspirations. Et donc je retrouve beaucoup de sens dans tout ça. Et donc, on lance ça avec les deux. Victor, enfin, tu vois, est assez particulier, le gars. Et puis, depuis, on s'est tellement vu, je l'adore, ce qu'il fait. Exceptionnel. Mais tu vois, ça a commencé, effectivement, dans le hall d'une résidence du campus. Et j'embauche un gars pour gérer l'incubateur. On se mettait dans le lieu de passage des étudiants, on avait construit un petit sorte d'ascenseur, de porte d'ascenseur, on faisait des élévateurs pitch. Tu vois, je me trouvais, tu vois, prof, etc., à fermer la porte on disait au mec, viens, t'as sans doute un truc à pitcher, là, t'as 1 minute, là, viens nous pitcher quelque chose. Il y avait assez peu de gens qui créaient des boîtes à l'époque pendant qu'ils étaient sur le campus. Et nous, on était là, et donc on fermait la porte, il racontait son histoire, etc. Et on a embauché un gars qui était génial, Guillaume, et puis l'histoire a commencé comme ça, et puis l'histoire, elle est hyper belle derrière sur l'entrepreneuriat. On fait des pauses amicales, familiales ici, des gens qui t'aiment beaucoup, qui ont envie de te poser une question, en tout cas de faire réagir sur quelque chose. On va avoir la chance, ne t'inquiète pas, je vois que tu commences à dire qu'est-ce qui se passe. Tu crases les bras, là. J'ai hâte, exactement. On va commencer à écouter cette première question, quelqu'un dont nous venons de parler, Victor. Salut Loïc, c'est Victor Luguerre. On se connaît parce qu'il y a 22 ans, quand on est venu te voir avec des copains, tu nous as énormément supportés alors qu'on était étudiants, quand on a voulu monter une boîte. Et puis quand cette boîte, elle n'a pas marché, tu nous as à nouveau soutenus et encouragés quand on a voulu monter l'incubateur d'HEC, qui est un projet qui, lui, a marché. Tu as toujours eu cet entrain assez fascinant et cette énergie d'encourager la création, d'encourager les gens qui challengent l'ordre établi, qui essaient de casser les frontières, qui essaient de faire des choses impossibles. Ça t'a toujours excité, t'as toujours eu l'œil qui brillait. De la même manière quand on est venu te voir pour faire un pop-up de Big Mama à HEC. Et donc ma question, elle est, est-ce que ça, t'arrives à le lier à quelque chose de ton éducation, peut-être, de ta personnalité, et ou peut-être de ton parcours, parce que finalement, tu es à la base un académique qui, petit à petit, est devenu un leader d'entreprise, qui dirige une organisation extrêmement importante, complexe, etc., assez loin de tes bases académiques. Voilà, je t'embrasse. Génial. Résumé. Super content qu'il ait posé cette question-là. C'est bien résumé, hein. Et peut-être que, tu vois, là aussi, cette rencontre avec Victor, alors qu'il est jeune élève, c'est peut-être ça aussi qui a fait, tu vois, une bascule. Tu me dis, tu arrives à l'école, est-ce que tu sais que tu vas en prendre la direction ? Peut-être qu'en montant ça, tu vois, je me suis dit, mais génial, et comment pas. Donc, je suis pas à l'aise avec le statu quo, quoi. J'aime pas ça. La phrase que je déteste quand tu gères une organisation, c'est ça fait 15 ans qu'on fait comme ça, donc c'est normal qu'on fasse comme ça, tu vois. Ça me rend assez dingue. Et je pense qu'il y a au fond de moi quelque chose. Alors, une créativité qui est pas une créativité, tu vois, artistique, mais en tout cas une capacité à faire bouger. Tu vois, je dois même me contrôler aujourd'hui dans mon poste, parce qu'en général, les gens me disent, tu viens voir Loïc avec une idée, tu ressors avec 3, faut faire un peu attention.
D'où ça vient, j'en sais rien. Je suis même pas certain que, enfin, tu vois, ça c'est pas le modèle familial nécessairement, mais en tout cas, enfin, il a utilisé le mot ça m'excite, quoi. Ouais, ça m'excite, j'adore ça, quoi. Les yeux qui... Voilà. Et donc il faut effectivement faire attention. Et en même temps, tu vois, dans le métier qui est le mien aujourd'hui, je peux l'exercer, et deuxièmement, je vis par procuration ce que eux ils font, quoi. Ouais. Ça me donne un sens de dingue. Tu vois, si un élève vient te voir, t'es heureux pour eux. Ouais, s'il te dit mais que de destin a changé grâce à vous. Jamais de jalousie. Ah non. L'histoire de Victor Wembama, je me dis juste extraordinaire. Tu te aurais jamais dit, tiens, il y en a eu plein. Tout quitter ce jour-là, être leur troisième associé. Ouais, non. Enfin, tu vois, je les invite, ils reviennent, etc., etc. Je veux dire, non, je pense qu'il y a, je sais pas si j'aurais pu être entrepreneur, mais si je peux à un moment aider les gens à trouver leur voie, et sérieusement, entrepreneur ou autre. T'es tout jeune, hein, donc il y a un futur. 33 ans en 2008, là tu prends la direction du programme Grande École, ce qui s'appelle PGE, et puis on avance un petit peu, et là je te retrouve en 2021, donc là un élément important, un changement de dean, de doyen, et là aussi, explique-nous comment ça se passe, le choix du doyen de la première, deuxième plus grande école en Europe. Le directeur de la grande école de l'époque part. Il part à Sciences Po. Il a signé un accord avec double diplôme de Sciences Po, il part à Sciences Po. Et là, le DG de l'époque, me dit est-ce que tu veux bien prendre l'intérim ? Et tu vois, je viens d'être titularisé. Et je me dis génial, l'intérim, allez, tiens, je vais tester. Enfin bref. T'hésites une seule seconde ? Non, mais rien. Ok. Il te dit, propose, tu dis oui tout de suite. Et franchement, je lui dois énormément. Il prend un risque dingue. Comment les autres 32 ans. Comment les autres qui ont 10 ans de plus que toi le prennent ? D'autres qui avaient envie de prendre le poste n'ont pas été très contents. Pas forcément très contents. Et tu vois, sa capacité à tenir bon. Tu l'as senti, les gens essaient de te faire trébucher un peu, certains ? Ouais, mais après, il faut être élu à l'époque. À l'époque, le corps tu fais une campagne. Donc après, je fais l'intérim et puis je dois faire une campagne, etc. Et donc je me dis, ok, j'y vais, je fais une campagne. Je suis élu, mais aussi, tu vois, pas se leurrer, je suis aussi élu parce que... T'as l'appui J'ai l'appui, mais je suis le seul candidat à l'époque. C'est plus facile. Ouais. C'est très soviétique, ton système. Exactement. Mais d'autres, tu vois, ils n'ont pas été parce qu'ils se sont dit... je vais perdre. Oui, et puis si je perds face aux gamins de 32 ans, c'est un peu compliqué, etc. Bon, bref. Donc je vais faire 2 mandats. Et au bout de 2 mandats, je dis ça suffit. Combien d'années un mandat ? Donc c'est 8 ans. C'est 4 et 4, tu vois. Je m'arrête, et je dis, je veux m'arrêter. Et puis, le doyen de l'époque, à un moment, me dit, mais écoute, j'ai quelque chose pour toi, tu veux pas prendre tous les programmes, est-ce que tu veux pas prendre l'intérim de la formation continue, parce qu'il y a quelqu'un la personne part, et pendant 1 an, est-ce que tu pourrais reformer Et donc, je prends l'intérim, la formation continue, avant de prendre la direction de tous les programmes du groupe. Et donc, je suis directeur général adjoint du groupe, en charge des programmes, et Peter Todd s'en va. Et donc là, j'ai le président du conseil d'administration qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu veux bien prendre l'intérim ?» Toi, t'es bon en intérim, toi. Donc, j'ai eu beaucoup de postes qui ont commencé par de l'intérim. Est-ce que tu veux bien prendre l'intérim mais ça commence, on est jeudi, ça commence mardi. Donc, t'as jusqu'à dimanche pour me répondre. Et il me dit, à l'époque, par contre, si tu prends l'intérim, tu pourras pas te présenter. Parce que tu peux pas être insider, etc. Tu pourras pas te présenter. Et alors, c'est marrant parce que je me dis, moi, j'en rêvais pas tous les matins en me rasant. Hein, donc, je me dis, génial. Je fais l'intérim jusqu'à l'été. On est au mois d'octobre. Covid. On est en plein Covid. Je fais l'intérim jusqu'à l'été. Je vais voir un petit peu. Ça va. De toute façon, c'est un peu tôt. Et donc, voilà. Et donc, je dis OK. Un peu jeune, en fait. C'est ça que tu disais. Je sais pas si je suis jeune, mais en tout cas. T'étais plus jeune que les 2 précédents. Voilà. Et donc, je dis OK. Et là, donc je prends l'intérim. Et il y a pas mal d'anciens, de diplômés, une sorte de coalition qui disent non mais attends les gars, le gars il prend l'intérim pendant le Covid, il est là depuis longtemps, etc., qu'il puisse au moins se présenter. Donc en fait, dans les statuts, c'est pas possible ? Ou c'était non, il y avait rien écrit contre. Il y avait rien écrit contre, mais il y avait un peu de posture. T'as essayé de monter ça un peu cette petite alliance ? Ah non, j'ai rien fait. Sauf qu'après 20 ans, il y a beaucoup de gens qui t'aiment, comme Victor. Ouais. C'est ça qui se passe. Oui, donc ils ont appelé eux-mêmes en disant... Ils ont vraiment, c'est ça. Ce qui se dit, c'est que les alumni, ils ont appelé. Ils ont appelé en disant, au moins qu'ils se présentent. Et donc après, tu as raison, il y a un cabinet de chasse de tête. En parallèle, avec des candidats du monde entier, parce que l'idée, c'est qu'on puisse recruter dans le monde entier. Donc moi, j'ai candidaté. Tu soumets un dossier, il y a une première étape, et puis après, il y a un oral.
Et là, il y avait un oral devant, une quinzaine, vingtaine de personnes, des professeurs d'HEC, parce que c'est très important qu'ils aient un conseil rôle. d'administration, professeurs. Conseil d'administration, représentants de la chambre de commerce, des personnalités qualifiées extérieures, des etc., anciens élèves, t'as tout le monde. Et voilà. Et donc on était 4 finalistes. Tu présentes combien de temps? Donc moi, j'ai une présentation, je pense, à peu près de 3 quarts d'heure, et ça dure pas loin de 2 heures. Stress, pour une fois? Non. Non? Oui, avant, avant. Mais tu le veux absolument, ce job? Ah bah, une fois que j'y suis, je me dis que j'y vais, quoi. Et pardon, je me suis déjà présenté, là, c'est 4 ans avant. 5 ans avant, pardon. Tu t'es présenté contre Peter Todd. Voilà. Je me suis présenté et j'ai pas été retenu. Okay. Et j'en gardais une frustration du moment. C'est-à-dire, je me suis dit, l'oral, là, c'est pas très bien passé et j'ai pas compris. T'as rarement perdu, toi, aussi, dans ta vie. Ouais, mais donc ça m'a fait du bien, tu vois. Ouais, mais t'as raison. C'est tout le temps, en fait. Chaque fois que tu faisais un truc, ça se passait bien. Exactement. Et donc là, j'ai perdu. Et tu vois, et en même temps, j'aurais pu dire, j'ai perdu, les gars, je reprends ma liberté de prof. Ils vont ailleurs, parfois. Quand tu perds, parfois, les gens me changent d'école. Et là, j'ai dit, mais Peter, moi, pas de problème. Je t'accompagne. Je vais t'accompagner parce que HEC est plus important que le reste. Donc, j'avais un peu cette expérience-là. Donc, tu avais déjà fait une présentation dans tout le monde. 5 ans plus tard, je me suis dit, là, je suis bon, là. Là, je suis prêt. Là, je suis rodé. Je suis prêt. Ouais. Et tu savais qui était en face de toi? Tu connaissais les noms de tout le monde? Ouais. Tu savais en plus que tu avais les... Ouais, c'était bien. Mais effectivement, il y avait et la fois d'avant, c'était trop tôt. Mais tu vois, c'était intéressant. J'avais été, c'était trop tôt. Donc ça se passe comme ça. Et donc après, en janvier, ils m'ont dit... c'est toi. Donc c'est le mandat de 4 ans. Et la première année, j'ai fait 4 ans et demi, parce que la première mandat, j'ai fait 4 ans et demi, parce que ça commence en janvier. Et donc, tu refais un deuxième mandat. Les sujets importants, il y en a certains sujets, un sujet en particulier important, c'est marrant parce que tu m'en as parlé au début, c'est cette vision internationale. Comment tu internationalises une école? C'est-à-dire que tu passes tous les cours en anglais, tu mets une partie des gens que tu vas accepter chaque année qui doivent forcément être étrangers. C'est quoi comment tu arrives à rendre une école plus internationale qu'elle pouvait l'être? Alors, le passage en anglais, il est nécessaire. Nécessaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les cours étaient encore en français majoritairement? En 2009, c'était majoritairement en français. Enfin, beaucoup en français. Il y avait la track internationale, mais tu vois, t'es petit. Donc aujourd'hui, tout est en anglais? Aujourd'hui, tu peux tout suivre en anglais. Et tu vois, si tu prends un cours, il va être par groupe de 50, donc tu auras peut-être 15 groupes. Ouais. Soit les 15 groupes sont en anglais, soit tu en as 10 en anglais et 5 en français. Okay. Mais c'est le même cours dans 2 langues. Et si tu veux, là aussi, marqué par mon passage à Toulouse, parce qu'il y avait à Toulouse, c'était tout en anglais, les examens étaient en anglais. Et déjà à Toulouse, ouais. À l'école d'économie de Toulouse. Ouais, bien sûr. Et donc, tu avais des plaintes de professeurs qui disaient c'est un scandale, on est en France, etc. Et il y avait, je me souviens, un étudiant américain qui avait dit, dans un français absolument impeccable, il avait dit, écoutez, regardez, moi, je parlais pas français. Si ça avait été en français, je serais jamais venu. Aujourd'hui, vous avez fait de moi un amoureux de la France, engagé à fond, passionné, et je m'exprime devant vous dans un français, je pense, presque impeccable. Donc, si tu veux, c'était ça. Donc, l'idée, il faut passer en anglais, et ces étudiants-là, en faire des amoureux de la France, des ambassadeurs, jamais. Mais ils vont aussi enrichir le cursus académique de manière assez dingue. On va avoir une autre pause. Cette fois-ci, c'est une pause familiale, quelqu'un dont nous avons parlé, qui te pose une question. Coucou Hello, dis-moi, depuis ton doctorat et ta première partie de carrière, tu as toujours été très enthousiaste pour enseigner, pour transmettre. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus le cas, tu n'enseignes plus. Je voulais savoir si ça te manquait et surtout, si tu y reviendrais un jour, plus tard. Donc c'est Anne. Donc Anne, ton épouse, la femme de ta vie, sa voix d'une douceur incroyable, qui te pose une question qui évidemment dont on attend la réponse. Ouais. Alors ça me manque beaucoup. Et tu vois, j'ai pas perdu cette fibre là du gamin qui, tu vois, voulait être prof et donc je pense que c'est une pause. Dans ma carrière et j'y reviendrai, c'est évident. C'est impossible à faire. Tu ne pourrais pas être professeur en plus de Dean. C'est écrit dans les statuts. C'est une question de temps.
Non, c'est pas écrit dans les statuts. Je pourrais le faire. Le rythme est tel. Ouais. Et les engagements sont tels que je passerai mon temps à dire je peux pas, il faut replacer, etc. Et donc je suis un cauchemar pour les équipes organisatrices. Soit tu le fais dans des programmes très flexibles. Voilà. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que tout de suite en 2009, on m'a passé ce message. On m'a dit ça va être impossible, tu vas pas y arriver. Donc j'ai dit ok, très bien. L'enthousiasme a fait que je me suis dit allez, je me jette corps et âme dans le projet. Et donc 15 ans après, tu vois, entre nous, il faut rester humble et modeste. Hein. Enfin, tu vois, c'est énormément de travail de préparer un cours, etc. Et donc c'est pas le fait d'enseigner qui me répond, c'est tout le travail en amont. Là, j'ai pas le temps de le faire. Quoi. Et aujourd'hui, si on met tout ça, on se dit tiens, tu pourrais être professeur de quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est de reprendre, avec tout ce que tu as appris, c'est de reprendre tout ce que tu as vécu, justement, c'est être professeur, en tout cas, enseigner ou partager, transmettre. Par exemple, transmettre sur l'éditeur, c'est le terme qui va bien. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu apprendre, ça peut être transmettre de manière différente. Donc, c'est pas forcément avec 45 étudiants de moins de 25 ans, ça peut être pour d'autres programmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager plus ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris à apprendre, que tu aimerais justement partager ? Moi, j'ai énormément appris sur le management. À gérer des équipes, et je pense que la formation du prof-chercheur, c'est pas la meilleure formation pour être manager. Et il y a énormément de qualité, c'est extraordinaire la manière dont on peut réfléchir au sujet, mais après dans son implémentation, tu vois, c'est plus solitaire, etc. Donc travailler en équipe, la question des process, la question de tous ces choses, c'est des choses assez différentes. Donc oui, je trouve que ça serait terrible de retourner enseigner le même cours que ce que j'enseignais il y a 15 ans, etc. Donc ça serait sans doute beaucoup plus là-dessus. Et puis peut-être, tu vois, autour de sujets d'entrepreneuriat, si je pouvais creuser, m'intéresserait. Il y a un autre grand sujet français qui sont le sujet des prépas. Donc toi, tu es un produit des prépas, parce que toi-même, tu as fait une prépa. Ça existe, on va dire, pas dans tous les pays du monde, parce que dans beaucoup de pays du monde, les écoles sont accessibles directement après le bac, quel que soit le pays où tu vas être. Comment toi, tu le vois ? Tu vois que c'est un monde qui est avec des lobbies très forts qui font qu'on continue à avoir un modèle de prépa. Tu penses que de plus en plus d'écoles, ce qui commence même à être le cas chez toi, mais qui est le cas maintenant quasiment dans toutes les écoles de commerce, il commence à avoir des très bons programmes qui sont des programmes directement après bac, des bachelors comme on l'appelle, et pas avec des prépas. Donc comment tu le vois ça ? Et puis on a un autre modèle qui font que des gens, après maintenant tu as les admissions directes ou les admissions sur titre. Là, pour qu'on explique aux gens, c'est des jeunes qui vont rentrer pas en faisant la prépa, mais qui vont revenir directement en deuxième année parce qu'ils ont vécu un autre système dans un autre pays ou dans un autre... Comment toi tu vis avec ça ? Il y a une sorte de pression interne de professeurs. Est-ce que tu as une pression des autres prépas qui disent il faut que les prépas continuent à être l'optique unique ? Moi, je sais que tu as ouvert un bachelor, qui est le premier bachelor que tu as fait avec l'école de la Bocconi, qui est la meilleure école en Italie. Comment tu as vécu ça ? Ça a été facile à mettre en œuvre ou encore une fois, en tant qu'intrapreneur que tu es, tu sais que le monde change et c'est là-dessus, je pense, que tu es reconnu. Tu vois les choses changer et tu essaies d'adapter le plus vite possible ton propre système. Comment tu le vis, ce modèle des prépas ? Toi qui es un produit des prépas. Ouais. Écoute, nous, on a un attachement aux classes préparatoires et je dis pas ça tu vois, pour faire plaisir à quelqu'un. On a un attachement. Le projet intellectuel qui est porté par les classes préparatoires est extraordinaire. Et franchement, tu poses la question aux étudiants issus de classes préparatoires, ils en gardent un souvenir extraordinaire. Et ils ont appris énormément de choses, une certaine résilience aussi. Donc, tu vois, tu as des enjeux de soft skills, gestion du stress, etc. Et donc, nous, on y est très attachés. Et ça fait longtemps qu'on le regarde, ce modèle un peu du post-bac par rapport aux classes préparatoires. Moi, je ne suis pas très... toi, je résiste assez bien à la pression. Donc, c'est pas un sujet de pression. J'ai personne en interne qui me fait pression. De l'extérieur, des lobbying. Oui, sans doute, les profs de prépa défendent l'importance de l'enseignant. Et je leur reconnais un engagement extraordinaire au service de ces élèves. Bien sûr. Et si tu veux, tu connais les États-Unis mieux que moi. Aux États-Unis, tu as souvent deux types d'universités. Les universités où tu vas avoir des professeurs extrêmement engagés, peu chercheurs, mais qui sont prêts à mourir pour leurs élèves. Et puis, tu vas avoir des universités Ivy League où la recherche a une importance très grande. Et souvent, tu choisis l'une ou l'autre. Là, tu as un combo des deux systèmes.
tu commences par un modèle où tu as des professeurs pédagogues extraordinaires et tu vas arriver dans une institution où la recherche a une importance assez créante. Et donc c'est ton modèle prépa d'abord, prépa 2 ans. d'abord, et donc on a très bien vécu avec ça. Et je me rappelle, j'ai regardé le modèle des classes prépa, des bachelors il y a presque une dizaine d'années, à un moment, parce qu'on s'est posé la question. C'est pas nouveau de se poser la question. Ça. Et c'était un modèle très local dans la plupart des LSI, London School of Economics, c'était le bachelor le plus international avec 35% d'étudiants internationaux à l'époque. Tous les autres, c'était 90%, 95% des étudiants locaux. Ouais. Et donc nous, on s'est dit, c'est la force d'HEC d'être sur tous les segments. HEC, il y a la grande école, les masters, le MBA, l'executive MBA, etc., etc. On est sur tous les segments et on a un leadership sur tous les segments. Notre bachelor, si c'est pour être local, c'est les classes préparatoires. Ouais. Et donc, fantastique, rien à dire, d'accord ? Comme tu l'as dit, le monde a changé. Et donc, on a une mobilité post-bac qui n'existait pas il y a quelques années, avec des étudiants qui restent, et puis d'autres étudiants qui vont un peu partout dans le monde. Et donc, forcément, on a un regard un peu différent, parce que il est hors de question de monter un bachelor pour se dire on va recruter 100% d'étudiants français. Par contre, s'il y a des étudiants dans le monde entier, qui veulent venir, des talents, qui ont envie de venir, qui vont porter la marque de l'école, qui vont aider aussi cette marque à se diffuser, donc à aider les étudiants qui sont en master, qui sont en MBA, parce qu'on va avoir une marque plus reconnue, qui veulent venir là, ben, ça, regardons-le, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé, en se disant, ben là, on va être fidèle à ce qu'on est dans tous les autres programmes, c'est-à-dire une école pour le monde. Sauf que là, pourquoi tu te lances pas seul ? Pourquoi tu te lances avec la Bocconi ? Parce que la pression, justement, était quand même importante. C'était une manière d'éviter quelques coups perdus. C'est quand même un changement. C'était la seule grande école, en particulier des 3 grandes écoles, à ne pas avoir de programme de bachelor. Ouais. Polytechnique l'avait déjà lancé avant. Ça. Centrale. On s'est pas recruté dans les lycées dans le monde entier. C'est pas notre. Tu vois, nous on recrute dans les bachelors. Pourquoi d'autres le savent le faire ? Tu ne sais pas le faire, toi ? Non, c'est-à-dire qu'on sait pas le faire, on ne sait pas encore le faire. Ouais. Tu vois, au moment où on se lance... Parce qu'on est en retard par rapport aux autres. Oui, mais c'est assumé. C'est-à-dire qu'on aurait pu... Enfin, il y a eu des grands débats en interne. Est-ce qu'il fallait ça, c'était sous ta... rester une graduate school. Ouais. Enfin, tu vois, donc c'est une vraie question stratégique. Rester une graduate school ou pas l'être. Et donc, là aussi, le monde de l'enseignement supérieur change à toute allure. On voit plein de questions sur est-ce qu'il va y avoir un raccourcissement des études par un raccourcissement, est-ce que tel segment tu vois, de l'enseignement supérieur va continuer à exister ou pas exister. Donc, il y a aussi une partie de... Moi, je ne peux pas faire prendre un risque, moi, à l'institution, qu'il y ait des transformations assez massives et rapides et qu'on ne soit pas prêt à ces transformations-là. Donc, c'est encore petit aujourd'hui, tu vois, le programme. Combien vous avez ? Là, on a accueilli 60 élèves. D'accord. Là, donc, c'est petit. Mais sauf qu'on pense qu'on ne sait pas trop encore faire, donc on va le faire en partenariat avec d'autres. Et puis, deuxième conviction forte, ça ne doit pas être un bachelor. Alors, souvent les gens me disent, vous allez lancer un BBA, tu vois, Bachelor en Business Administration. Non, ce n'est pas un Bachelor en Business Administration. Et moi, je suis assez convaincu que c'est pas une bonne idée de faire un Bachelor en Business Administration nécessairement après le bac. Et donc, faisons-le aussi avec une école de sciences sociales qui va nous apporter quelque chose de très complémentaire. Donc moi, encore une fois, je pense que moi, je me souviens quand ça a été annoncé dans la presse. D'ailleurs, ça a été mis en avant dans la presse, ce qui est quand même assez rare qu'on parle de HEC. Et moi, je me souviens, et on parlait tout à l'heure du manager que tu es, de l'intrapreneur que tu es, qui est tout en haut et qui a plus grand monde au-dessus de lui. Je me souviens que certains articles étaient évidemment très positifs et d'autres remettaient en cause le modèle historique français. Et je t'ai trouvé, encore une fois, là, de manière assez stoïque, assez ouvert, pour expliquer qu'il y a une évolution et que tu n'étais pas en train de changer. Il n'y a pas la moitié des gens d'HEC qui le font. Tu le dis, en effet, c'est un petit pourcentage qui risque de grandir. Toi, tu dis que ça risque de grandir. Si tu veux, vu les liens qu'on a avec Polytechnique, l'Institut Polytechnique de Paris, on a le master entrepreneur qui est commun, on a un master en IA qui est commun, on a un master en économie qui est commun. Ça pourrait faire sens de faire... Logiquement, et toujours la même logique, hein, c'est des arts libéraux en amont, avant de continuer potentiellement sur le business. Donc on parle des changements justement pas dans les parcours, mais justement dans l'éducation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi qui es professeur d'abord, puis directeur, puis doyen depuis maintenant plus de 20 ans. Quel est le changement numéro 1 que tu as vu chez les étudiants ?
Si tu qu'est-ce qui a changé entre celui que tu as vu en 2003 et celui que tu vois aujourd'hui? C'est quoi son changement? C'est quoi le truc qui pour toi te marque le plus? Ouais, je veux pas parler trop d'entrepreneuriat, et puis certains de mes collègues diront il est un peu obsédé par l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vu, je pense, une aversion pour le risque qui a baissé. C'est-à-dire que en 2009, un étudiant qui avait une idée d'un projet à créer et qui avait une offre extrêmement alléchante d'un grand groupe, il disait attends, je prends ça parce que le train va passer, etc., etc. Aujourd'hui, il se dit je vais monter mon projet et puis si jamais ça plante, de toute façon, on me proposera de faire des choses. Donc, sur les 10 dernières années, j'ai eu le sentiment que les rôles modèles avaient changé et que l'aversion au risque potentiellement avait un peu baissé, d'autres qui disant les bénéfices privés de se lancer. Et donc, au moment où on se parle là, on doit avoir 70, peut-être 80, peut-être un peu moins, entreprises qui sont en train d'être créées par des étudiants qui sont sur le campus. On disait ensemble, quand on voit avec Victor, à l'époque, sur le campus, s'il y en a un, c'est assez dingue. Ouais. Et donc là, on a vu une transformation assez importante. Maintenant, dans toutes les écoles, si tu regardes sur le long terme, on a vu des cycles. Il y a 25 ans, tout le monde va, dans l'audit, et puis les gens vont plus dans l'audit, puis peut-être qu'ils y reviendront. Puis après, tout le monde va dans le marketing, les gens ils vont un peu moins, puis on voit que c'est en train de revenir. Donc, il y a toujours eu ces cycles-là. Donc, on a connu un cycle de montée en puissance, de l'entrepreneuriat. Et moi, pour avoir la chance de venir donner des cours ou faire des masterclass dans certaines écoles, dont la tienne, je me souviens, parce que c'est une question que je m'amuse à chaque fois à poser, j'ai levé la main, ceux qui ont lancé ou veulent lancer leur entreprise. Il y a 20 ans, il y avait une personne sur 100 qui le faisait. La dernière fois que je suis venu, il n'y a pas longtemps, c'était la moitié. Des gens qui, alors tu vas me dire qu'ils étaient venus à faire ce que je donnais. Donc évidemment, c'était plutôt des gens, ça m'intéressait pas trop. Mais c'est factuel. Mais il y a 15 ans aussi, ça l'était. Bien sûr, c'est certain. Petite anecdote, en 2009, donc quand je prends mon poste, j'ai raconté plein de fois, mais je prends la brochure du programme HEC Entrepreneur. Et je regarde la 4e de couverture et je vois salaire de sortie 52 000 euros ou 50 000 euros. Et je dis, regarde, les gars, si le salaire de sortie c'est 50 000 euros, il n'y a pas une seule personne qui crée une boîte. Ils vont créer des boîtes après. On a des générations qui ont créé des boîtes 10 ans après. Et donc, j'avais dit au patron de l'époque, je veux que tout le monde tente pendant le programme. C'est un programme d'entrepreneuriat, mais ils tentent. Après, ils réussissent pas, c'est pas très bien, mais tout le monde faut tenter. Le salaire de sortie s'est effondré. Le nombre de boîtes créées a augmenté. On a arrêté de parler du salaire de sortie. On a parlé des boîtes que tu crées. Qui a été créées par les élèves. Donc, j'ai vu ça. Après, il y a, je pense aussi, un appétit pour des carrières dans le monde entier, une mobilité qui est plus grande. Enfin, je pense l'appétit existait, mais en tout cas, on l'a bien accompagné. L'obligation d'aller faire un programme à l'étranger. Obligé de passer par l'étranger, mais aussi de se dire, on a plein d'étudiants étrangers qui restent après en France travailler pour des entreprises françaises ou autres, et on a des étudiants français qui partent. On va continuer les pauses. C'est une nouvelle pause amicale. Cette fois-ci, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui te connaît, puisque c'est un étudiant du campus qui s'appelle Arthur Georget. Tu connais quasiment tous les... Mais tu ne le connais pas. Il a une question, tu vas voir, qui va m'intéresser, en tout cas t'intéresser également, en tout cas pour la suite de notre conversation. On écoute Arthur. L'intelligence artificielle remet en question des piliers historiques de l'enseignement, comme les examens écrits ou les travaux individuels. Ainsi, comment anticipez-vous cette transformation à HEC Paris et jusqu'où êtes-vous prêt à faire évoluer les modèles pédagogiques et d'évaluation ? Alors, comment tu fais ça ? Non, mais c'est un sujet très sérieux. Et c'est un sujet extrêmement important pour l'institution, pour les élèves. Vous avez les réponses, tu crois ? Aujourd'hui ? Ouais. On n'a pas toutes les réponses. Donc, il faut à la fois prendre le temps de tester tout un ensemble de choses, mais avoir des convictions assez fortes. Je reviens sur... J'avais invité un ancien élève à venir sur le campus il y a quelques années, là, assez génial. Alexandre, il s'appelle. Et il était venu parler aux élèves. Donc le gars, il est sorti il y a 10 ans, une carrière complètement dingue, t'adorais. Et il vient sur le campus et il dit aux élèves, le monde n'est pas une sphère, le monde est un triangle. Donc tu commences par dire, merde, faisons gaffe à qui on invite quand même. Et moi, je l'utilise souvent, cette image qu'elle a donnée, c'est qu'à un angle du triangle, tu as l'artiste. Et l'artiste, il intuite le monde de demain. On demande aujourd'hui à des gens de science-fiction de nous inventer c'est quoi le monde de 2050, etc.
À l'autre angle, tu as l'ingénieur qui dit ce qui marche et ce qui marche pas. Et au troisième, tu as l'entrepreneur au sens large du terme. Il est capable d'identifier une vision, de donner du sens. Il connecte les uns et les autres et il rend les choses possibles. Et donc, ça veut dire que, et je pense que ça marque beaucoup le profil des élèves qui sont les nôtres. Ils ont une capacité à identifier des opportunités, à donner sens. Ils doivent parler les langages. Il y a 30 ans, tu disais le langage, c'est l'anglais, il fallait parler anglais. Aujourd'hui, il faut parler cybersécurité, il faut parler quantum, il faut parler IA, il faut parler, défense, etc., etc. Et il y a une force extraordinaire des élèves, et c'est une ADN de l'école. Alors moi, j'adore, c'est que c'est une école qui a une ADN solution, tu vois, qui a cet esprit entrepreneurial. Il y a un problème, il y a une solution, il y a des solutions. Et donc, très tourné là-dessus. C'est pas une message, école, d'ailleurs. Hein. c'est pas une école qui a une sorte d'ADN critique, c'est une ADN très solution. Et donc, il y a un premier sujet, c'est de dire, il faut parler ces langages-là. Donc, l'IA, il faut le parler. Donc, toi, déjà, nous, depuis longtemps, cours obligatoire pour tous les élèves sur le sujet, où, tu vois... Qui est le professeur de ça ? Et ils sont nombreux. D'accord. Et c'est des professeurs assez extraordinaires sur le sujet. Donc, tu as à la fois un Gilles Babinet qui va venir parler assez largement de manière macro, puis des projets plus micro. Mais Gilles Babinet, qui est un entrepreneur incroyable, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées sur le sujet, tu vois, et qui va venir leur parler en première année. Mais on a Étienne Klein qui donne un cours sur les sciences aussi en première année, etc. Donc, il faut qu'il parle le langage, il faut qu'il sache utiliser ce sujet. Après, Arthur, il a raison, c'est-à-dire que on avait basculé l'intégralité des examens online. Sur ordinateur, parce que c'était complètement ridicule il y a 5 ans de te dire il faut arrêter le papier, etc. Okay. Bon, le sujet, c'est qu'on va sans doute revenir à des examens sur papier. Mais pas partout. C'est-à-dire que dans une institution, on va se dire là, il faut être certain que tu as la connaissance suffisante pour avoir cet esprit critique. Toi, tout le monde te dit, et c'est hyper important, il faut l'esprit critique. Tu peux pas avoir l'esprit critique si tu connais rien à la matière. Donc, on veut être sûr que là, c'est toi qui parles et pas la machine. Puis à d'autres moments, on va te dire, là, aucun problème, c'est avec la machine. Donc, on va avoir des moments avec la machine, des moments sans la machine. On va vouloir que tu parles les langages et on va continuer à investir aussi massivement. Et quand je dis parler les langages, c'est largement les langages, mais on va continuer à travailler sur créativité, résilience et esprit entrepreneurial. Tu parles avec les autres doyens de grandes écoles dans d'autres pays pour dire comment vous gérez cette folie. Ouais, bien sûr. Vous le faites souvent, vous échangez des best practices, vous arrivez un petit peu on en parle et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parfois, je me demande si c'est suffisamment top of mind. Ouais. Donc oui, on en parle. Et c'est... Mais tu penses que tu vas prendre un poste pour faire que ça, tu penses que ça sera ça à terme, tu penses pour mieux encore comprendre, pour mieux avoir. Ah oui, mais nous, ça va être partout. On a des équipes qui pensent que ça. Et je te dis, on est en train d'expérimenter tout un ensemble de choses. Quel va être le rôle des agents conversationnels dans tout un ensemble de cours. On a commencé à tester et bien sûr qu'on travaille. Chers étudiants, sachez que bientôt, vous allez revenir dans une salle avec du papier pour faire vos examens. Oui, mais c'est la news, j'espère que vous êtes contents. Mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que c'est assez fun de voir ça. Mais bon, qu'est-ce que c'est pas le concours d'entrée sur papier, tu vois. Et donc, on revient sur Arthur. Arthur, c'est un jeune Infinite. Donc, toi, on a travaillé avec ton équipe HEC avec Infinite. Infinite, c'est ce programme que j'ai lancé, que tu connais bien maintenant, il y a à peu près 3 ans, sur de quelle manière, et je sais à quel point c'est important pour toi, toute personne, du moment qu'il est talentueux, puisse aller dans les meilleures universités dans le monde. Et c'est évidemment le cas d'HEC, parce qu'aujourd'hui, c'est des dizaines et dizaines de jeunes Infinite qui sont à HEC. Et l'idée, c'est assez marrant, je t'en ai parlé, mais je veux le redire. L'idée, en fait, a démarré vraiment il y a 8 ans de ça. C'était pas cette idée-là, mais il y a 8 ans de ça, je dirigeais une entreprise qui s'appelle EPIC, une autre organisation sociale. Et j'avais une discussion avec le patron RH d'un très grand groupe français. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais raconte-moi un peu la diversité sociale dans ton grand groupe. Et il me disait, elle est mauvaise. Et elle est mauvaise essentiellement parce que mes patrons de division me demandent uniquement des jeunes de 6, 7 grandes écoles. Là, pour ça, était en France, donc évidemment, tu as les écoles que tu connais bien, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, plus Sciences Po. Et il me disait à ce moment-là, notre problème, c'est que dans ces grandes écoles-là, la diversité n'est pas assez suffisante, et donc on se retrouve nous-mêmes, en fait, en position compliquée parce qu'on n'arrive pas à voir là où on cherche nos jeunes, ils sont pas assez... Et quand je m'étais posé cette question, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme raisonnement, qui n'était pas forcément parfait, mais en tout cas qui était représenté
en tout cas à certaines personnes qui sont dans ces positions-là. Quand j'ai monté Infinite, et de nouveau pour les gens qui on me suivent, ils savent que ce qu'est Infinite, on prend les jeunes, comme Arthur, les plus exceptionnels en termes d'éducation, en termes de niveau scolaire, et on les finance avec des prêts à taux zéro sans garant. Grâce à ça, ils peuvent rentrer dans les meilleures écoles du monde, dont HEC. Quand il sortira d'HEC, Arthur devra rembourser ce prêt-là, puisque c'est un prêt à taux zéro, mais il ne remboursera pas à moi prêteur, mais il remboursera en fait pour que le prochain jeune comme lui puisse lui-même aller dans les plus grandes écoles. Toi, ce sujet, je sais que l'internationalisation, c'est un sujet majeur pour toi. L'entrepreneuriat, c'est un sujet majeur pour toi à HEC depuis que tu en es le directeur. Je sais que la partie sociale est aussi un sujet majeur. Tu considères que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Raconte-nous un peu les programmes que tu as mis. Je crois que vous avez 20% de boursiers, c'est ça, à peu près. Raconte-nous un peu ce que tu as fait, ce que tu essaies de faire et ce que tu vas vouloir continuer à faire. Alors, tout d'abord, merci de faire ce que tu fais et contribue à changer des destins. La capacité à changer des destins d'une école comme HEC, à changer des destins, elle est pour moi fondamentale. Elle est même, je pense, au cœur de la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce que je fais aujourd'hui et d'en faire un levier important. Je vais juste distinguer deux dimensions. Il y en a une qui est ouvrir plus l'école. Donc la diversité internationale, tu l'as dit, les équilibres hommes-femmes, tu l'as dit, et la diversité sociale au sein de l'école, très importante. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction. HEC, par exemple, on est la seule école de commerce, à donner des bourses à des étudiants en classe préparatoire, boursiers d'État sur critères sociaux, qui ont eu mention bien ou très bien au bac, qui, pour la très grande majorité, parce qu'on a donné 600 bourses l'année dernière, ne rentreront pas à HEC. Mais tous nous disent, attendez, le fait que HEC, vous me donniez une bourse, moi, une bourse d'excellence à moi, étudiant, ça a complètement changé mes ambitions. D'accord ? Donc, combien sur cela viennent à HEC ? 20 sur 600. 20, 25, oui. C'est-à-dire qu'on les donne dans toute la France. Wow. Et on dit, et les proviseurs de lycée nous disent, cet étudiant-là a vraiment des capacités très fortes. Faire une prépa. Dans la classe préparatoire, il est très motivé, etc., etc. Et donc nous, et tous, vraiment, nous disent, vous avez changé mes ambitions, vous avez cru en moi. Autocensure, donc tu reviens là-dessus, tu dis c'est faisable. Et donc, on fait ça. Et donc, on a plein d'autres initiatives. Et puis, effectivement, on donne... Alors, c'est vrai que nous, dans les écoles, on donne plutôt des bourses, tu vois, qui vont pas forcément rembourser, mais l'idée, c'est que le jour où ils sont diplômés, quelques années après, ils vont redonner à l'école et on va remettre ça aussi dans le système. Donc, ça ressemble effectivement un peu là, mais c'est un peu différent. L'obligation n'est pas forcément la même, mais c'est très important parce qu'ils ont du mal à financer. Donc, on a un enjeu d'ouverture sociale de l'école, mais moi, j'ai aussi considéré que il fallait aussi qu'on s'occupe de gens qui passeront jamais par l'école. Et si tu veux, passer de 20 à 25% de boursiers HEC, c'est formidable, c'est extrêmement, tu vois, important. Être certain que ils se sentent aussi parfaitement légitimes à être là. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu discutes avec eux, ils te disent, attendez, moi, je veux être légitime d'être ici. Je veux pas parce qu'on me dise que je suis rentré parce que... Mais 5% de plus, on parle de 30, 40 étudiants, d'accord. La question que moi je me suis posée avec les équipes, c'est comment est-ce qu'on peut toucher des milliers de personnes dont on espère qu'on va changer la trajectoire à un moment donné, en mettant l'éducation au cœur de ce projet-là et en mettant l'entrepreneuriat au cœur de ce projet-là. Et donc, tu vois, très souvent, ce que je dis à HEC, c'est très intéressant et très important et de continuer à être challengé sur regarder l'école, la composition du corps social de l'école, ok. Mais l'école la plus engagée, tu vois, en amont. Cette seconde partie, comment tu fais alors ? Quel programme t'as mis en place ? Et donc, tu vois, dans l'ascenseur social, deux choses. L'éducation au cœur de l'ascenseur social, si on n'y croit pas, on a un problème. Ouais. Et on s'est aussi dit, l'entrepreneuriat, c'est un formidable outil au service de l'ascenseur social. Tu peux ne pas avoir le bac, pas avoir fait d'études, et monter une boîte. Ça va être souvent plus difficile, mais tu peux effectivement monter une boîte assez dingue. Et donc, sur la partie éducation, en fait, on a été sur deux piliers. Il y en a un qui a été la parole. J'ai créé un concours d'éloquence il y a 12 ans ou 13 ans sur le campus à HEC avec Bertrand Perrier, qu'on voit un peu. Eloquentia, donc HEC. Et puis, un jour, je vais voir Eloquentia, le film, tu vois, à voix haute. Et là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi.
Donc tu connais Stéphane, j'appelle Stéphane et je dis Stéphane, ce que tu as fait avec les universités, viens, on va le faire dans les lycées. Et on est parti à le faire dans les lycées. Et donc on va avoir 2000 candidats, tous les gagnants des concours locaux viennent sur le campus l'été. Même programme, tu vois. Et puis finale au Bataclan, donc les 6 finalistes sont devant 1000 personnes au Bataclan, etc. La parole, on sait à quel point elle compte. Enfin, j'ai pas besoin de le redire. Et donc, c'était un premier pilier que je pensais assez fondamental. Et là aussi, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste de dire, mais le fait que j'ai été invité à venir sur le campus pendant 15 jours l'été, tu vois, tout pris en charge par la Fondation HEC, ça a transformé mes ambitions. Ça a juste transformé mes ambitions. Je suis capable de le faire. Donc, à un moment, est-ce qu'on est capable ? On l'a pas fait mieux travailler, on l'a pas fait avoir des meilleurs, mais à un moment, c'est dit. Le deuxième pilier que je voulais, c'était cet esprit entrepreneurial. C'est un peu le dernier né. Si on a un tout petit peu de temps, je vais un peu d'en parler. C'était de se dire, comment on fait pour développer cet esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse ? Et ça a commencé il y a 2 ans. Le gouvernement français a décidé qu'il y aurait 2 semaines de stage obligatoire en seconde. Formidable idée, très bien, génial, aller créer ces liens intergénérationnels, aller regarder ce qui se passe, etc. Sauf qu'il y a 140 000 jeunes qui ne trouvent pas de stage. Ça, c'est terrible. Je te parlais de confiance juste avant. Pour détruire la confiance, pour créer de la colère, c'est dingue. Et donc, on s'est dit, OK, on va aller dans un lycée, c'était le lycée Léon Blum, Académie de Créteil, et on va monter un programme, on va transformer un échec, un refus, en une acceptation. Je suis accepté dans un programme d'HEC, et on va faire un programme d'entrepreneuriat. En fait, on fait 3 choses. Et que, premièrement, tu le sais mieux que quiconque, tu en as vu tellement, et toi-même, tu es au cœur de ça. Les idées des entrepreneurs, très souvent, elles naissent de leur vécu. Tout d'un coup, tu dis, tiens, ce truc-là, j'ai acheté, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ou j'ai voulu faire un cadeau, tu vois. Letchi, elle veut faire un cadeau à des amis, c'est un Ingli, il veut acheter un canapé, il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe sur Made. Donc, le truc, c'est qu'on va dire, on va identifier un problème dans votre vie, dans votre quartier, dans votre ville, d'accord ? Deuxième chose, on va vous apprendre à regarder comment on adresse ce sujet. C'est la mairie, c'est une association, c'est une entreprise, c'est l'État. Et troisièmement, s'il y avait une boîte à créer, quelle est la boîte à créer ? Et donc, on a fait ça avec 25 jeunes. Tous avaient envoyé 40 à 50 CV. Tous avaient pris des refus ou pas de réponse. Et donc, on a fait ce truc-là. Génial, bossé, ils sont venus sur le campus. C'était un grand moment, les profs ont adoré. Et on travaille avec les profs des lycées. Et donc, cette pédagogie HEC, en plus, eux-mêmes disent, mais c'est génial. Et on est en train de monter tout un programme de recherche autour de ça. Et donc, l'année d'après, on s'est dit, bon, bah, là, c'était super, mais un lycée, 25 gamins, enfin, je te dis, nous, on veut toucher des milliers de personnes. Donc, on s'est dit, on va maintenant tester un truc, 6 lycées, 150 gamins, et on va être obligé de digitaliser. Donc, on a digitalisé une partie des contenus, etc., etc. On a utilisé une IA pour pouvoir s'entraîner, et génial, etc. Cette année, on va faire 43 lycées, 1000 gamins. L'année prochaine, peut-être 5000, peut-être 10 000, peut-être 15 000. Ils sont en train de nous dire, mais est-ce qu'on ne veut pas faire ça ? Nationaliser, Et ce que je trouve génial, c'est que, ils se sont dit, je comprends pourquoi je travaille, enfin, ils nous ont dit. Deuxièmement, j'ai retrouvé beaucoup de confiance parce que je suis capable d'avoir des bonnes idées et à un moment de les pitcher, qu'on me dise, mais c'est génial. Et troisièmement, c'est un sujet de mindset. Tu vois, quand on est en France, et on sait notre culture un peu critique et autres, des problèmes, il y en a plein. D'accord ? Il y en a plein, des problèmes partout. Donc, soit on se dit, qu'est-ce qui les adresse, qu'est-ce qu'ils foutent, il serait temps que, etc. Soit on se dit, chacun, là, on se remonte les manches, et on se dit, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire pour l'adresser ? Et donc, tu vois, sur l'amont, cette idée de jouer à la fois sur la parole et sur est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, qui a du sens sur l'esprit entrepreneurial, voilà. Et donc aujourd'hui, tu vois, je fais un appel, même on cherche des gens qui croient à ça. Et HEC ou pas HEC, c'est plus un problème d'HEC, là, c'est un problème d'impact sociétal qu'on peut avoir. Donc on a fait ça. L'autre partie, c'est qu'on a décidé de s'occuper de femmes, qui sont des femmes des quartiers prioritaires, des femmes qui ont eu des accidents de la vie, des femmes qui sont des talents extraordinaires mais qui ont besoin de ce coup de pouce. Le train est passé, elles vont pas reprendre leurs études, mais on a monté des programmes pour aider les femmes à vivre être autonomes financièrement dans leur activité professionnelle. Elles vont peut-être monter l'onglerie de quartier, elles vont peut-être monter quelque chose de beaucoup plus grand, et elles rentrent dans un programme d'entrepreneuriat et on les accompagne. Là, on a une communauté de 6000 femmes, tu vois. Et cette année, c'est un peu, en 2025, c'est un
peu près 400 femmes qui ont été certifiées. Et là aussi, il se passe des choses extraordinaires, une atmosphère. Voilà, on va sortir un film sur le sujet dans pas longtemps. Documentaire Documentaire qui est fait sur ce programme qui s'appelle Stand-up. Stand-up. Et donc voilà. Donc tu voilà un peu l'engagement qui est nôtre sur. Et merci Loïc de partager ça. Merci de faire des partenariats. Tu parlais de Stéphane de Freitas, qui a un entrepreneur social qui a monté Eloquentia. Merci de le faire avec des gens qui savent faire. C'était son cas. De développer des nouveaux programmes de zéro. En parlant, mais de le faire avec toi. Quand tu me dis, toi, c'est plusieurs dizaines d'élèves d'HEC qui sont bénéficiaires d'Infini. Et ce que tu fais là, parce que tu as été un peu modeste, c'est à la fois l'aide financière, parce que financer ses études, ça peut être un sujet. Mais c'est aussi tout l'accompagnement à côté, le mentorat, les portes que tu peux ouvrir, etc., etc. Moi aussi. Donc voilà, bravo de faire ça. Ouais. Et c'est peut-être un petit moment pour placer. Moi, juste rappeler, HEC, c'est une institution à but non lucratif. Ouais. Merci de le préciser. Et donc, le truc, c'est que c'est pas du tout l'image qu'on a, parce que comme on n'a pas de fonds publics, les gens payent des frais de scolarité, mais on est une institution donc à l'équilibre. À l'équilibre. Donc, vous avez des bénéfices, ces bénéfices, vous le réinvestissez. Mais en fait, tout est réinvesti au service de la mission, et si tu veux, on est propriétaire de notre campus, il faut l'entretenir, c'est un grand projet, vous avez un grand projet, parce que vous avez immobilier, un grand projet immobilier. Et donc, il n'y a pas de... Donc, voilà, c'est pas le modèle... C'est différent aux États-Unis, c'est tous des modèles... non lucratifs, il y a les grandes institutions sont à but non lucratif. Alors après, ils ont des fonds, des endowments, des grands fonds, des endowments qui sont absolument ça, c'est impossible à faire. Si tu veux, on est parti beaucoup plus tard. Ouais. Donc on explique. Par exemple, si on prend l'exemple de Harvard, qui est l'exemple type, Harvard a plus de 50 milliards dans un fonds. Ce fonds d'investissement investi dans tout un tas de matières, d'endroits. Et donc, évidemment, les intérêts qui sont en moyenne de 8% permettent de financer... T'imagines 8% sur 50 milliards. C'est colossal. Plein de choses, dont la recherche. Et donc, et des bourses. Exactement. Et donc nous, on a des campagnes. Donc, tu veux, on a des campagnes de levée de fonds. On a finalisé une campagne. C'est des campagnes de 5 ans. On vient d'en lancer une toute nouvelle. Énorme. Combien ? Une grande campagne. Donc, on veut lever 300 millions sur les 6 prochaines années. C'est beaucoup. 100 millions dédiés au nouveau campus. Parce qu'une fois plus, il faut qu'on finance les infrastructures. C'est l'expérience élève dont on a parlé. Et 200 millions pour financer, effectivement, 3 grands axes. Le premier, c'est effectivement la recherche, clé fondamentale. Et c'est tellement incroyable la recherche qui est faite à HEC. Mais cette idée que cette recherche inspire les débats publics. Tu vois, aujourd'hui, on n'a plus confiance dans les experts, où tout le monde est expert. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inspirer les débats publics, pour inspirer les décideurs ? La deuxième, c'est changer massivement des destins. Et 3, c'est effectivement être une plateforme de croissance et c'est bien que tu me dises ça, parce que là, on va justement te faire une post-vérité. La post-vérité, tu as compris, c'est que tu ne peux pas mentir, mais là, tu ne mens pas. Donc, c'est plus simple. Vérité, pas la post-vérité. Non, la post-vérité. Okay. On va... je vais te poser des questions qui sont peut-être ce que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent imaginer des je pensais que, ou on m'a dit que. Et donc, tu dois me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu peux expliquer ou pas, ok ? On y va. Les grandes écoles françaises reproduisent encore trop les élites, oui ou non ? De moins en moins vrai. Le classement international est devenu une obsession qui fausse parfois les priorités. Il faut prendre du recul sur ces classements. Vous, c'est quoi le classement que tu regardes tous les ans ? C'est quoi le classement qui compte ? Il y en a plusieurs. Les 2 grands, c'est le Financial Times et QS, qui sont les différentes régions du monde regardent ça différemment. Et alors, ça donne quoi ? HEC est effectivement très élevé sur la gamme de manière générale. Hein. Sur la gamme générale. C'est numéro quoi sur cette gamme-là ? C'est-à-dire que c'est Financial Times, c'est la 2e business school en Europe. Sur QS, c'est numéro 1 quasiment partout. Okay. Mais voilà, prenons du recul par rapport à ça. Mais tu regardes il y a un projet qui dépasse. Tu regardes quand même, quand tu ouvres, quand ça t'arrive, quand t'envoies, tu regardes ça quand même avec attention. Mais si tu connais, c'est comme quand tu vas au cinéma, tu vois, tu as besoin de critique. Ouais. C'est un bien d'expérience, l'éducation. Donc, si tu es à l'autre bout du monde et que tu connais pas l'institution, les classements vont être importants. Sinon, un peu moins. Il est devenu presque impossible de savoir aujourd'hui si un devoir est fait sous IA ou pas. Vrai. Vrai. Et même parfois, tu sais qu'il est fait sous IA parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça. Donc en fait, le conseil, encore une fois, pour les étudiants, mettez quelques fautes d'orthographe. Exactement. Le vrai risque de l'IA à l'école, ce n'est pas la paresse intellectuelle, mais c'est l'uniformisation de la pensée.
Tu penses que c'est lequel des deux qui est le pire? Ah non, le pire, c'est si on... Cette idée de dire on va être remplacé, la meilleure façon d'être remplacé, c'est d'être un passe-plat qui prend de l'ordinateur et qui le passe. Donc là, conseil aux parents et autres, attention, vigilance maximale. C'est-à-dire que si les enfants ne réfléchissent plus, donc uniformité sans doute, mais le risque principal, c'est la paresse intellectuelle. Ouais. Le diplôme est moins important que le réseau. Tu veux Qu'est-ce qui est le plus important d'après toi? L'un va forcément avec l'autre? Le diplôme ouvre le réseau et après, une fois que tu es dans une entreprise, dans une organisation, de toute façon, il faut faire ses preuves. Donc, le diplôme est un sésame important pour la première expérience. Tu penses que le réseau HEC est un réseau fort, très fort. T'as tout fait pour quand tu as à le solidifier ou pas vraiment? Tu dis ça, c'est plutôt les alumni, la fond. C'est un sujet important pour toi? Enfin, le nourrir, mais le reconnecter à l'école. C'est-à-dire que dans ma position à moi, si j'étais directeur général de l'association, ça serait un peu différent, mais dans ma position de patron de l'école, l'objectif, c'est que les alumni soient engagés au sein de l'école et qu'ils soient mentors, qu'ils nous suivent, qu'ils ouvrent des portes, etc. Donc, qui s'engagent dans les projets d'ailleurs dont on vient de parler. Les universités et grandes écoles sont devenues des acteurs géopolitiques à part entière. Oui, en tout cas, j'aime cette phrase, on est là pour créer des ponts et pas des digues. Et donc, dans un monde qui crée plus de digues, nous, on est là pour créer plus de ponts. Sujet marquant avec les deux présidences Trump, la liberté académique est plus menacée aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Oui, et il faut la défendre bec et ongle. Tu le vois, toi, t'as été amené à devoir combattre. Est-ce que tu as eu des sujets, des moments d'autres où des gens sont venus, on n'aurait pas dû avoir ça, on n'aurait pas dû avoir écouté ça, ce professeur n'aurait pas dû dire ça? Alors, oui, ça m'est arrivé. Après, il faut faire un peu la différence entre la liberté académique et l'opinion. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, l'avis personnel d'un professeur sur un sujet m'intéresse peu. Par contre, le fruit d'une recherche académique qui montre et qui va aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, ça, c'est défendu bec et ongle. Et donc, la frontière est assez, tu vois, fine parfois. C'est quoi pour toi la chose la plus fausse qu'on peut avoir comme dans l'imagination sur les grandes écoles? Vous êtes assis sur un tas d'or et c'est bravo le business model de dingue. Ouais, c'est ça. Là, tu es obligé de dire c'est non-profit. C'est non-profit, mais parce que, fois plus, pas de financement public. Et il faut mettre ça au regard de combien... Zéro financement public? Ah oui. Alors après, nous, on candidate à des bourses européennes, des financements de l'Agence nationale de la recherche, etc. Mais sinon, on a quasiment rien. C'est pas le budget dont on parle toujours beaucoup français qui vous le finance, c'est ça que tu veux dire? Ah mais zéro. Et donc, il n'y a pas de subvention publique. Tu vois, et donc, qu'est-ce qui te coûte le plus dans ce rôle? Être certain de... Ouais, c'est-à-dire que être très attentif à garder du temps famille, amis, c'est un... J'adore, mais c'est... De pas te faire totalement se virer. C'est voilà, la journée... Enfin, il y en a d'autres, hein. On parlait de Grégoire de la Serre la dernière fois, quand je discutais avec lui, il me dit je gère ma mairie et le soir, je gère les personnes qui y vivent. Moi, c'est vrai que j'ai énormément de sollicitations le soir. Et les étudiants me demandent souvent, mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, tu sais, qu'est-ce que vous faites là? Parce que on vous voit, mais c'est quoi le vrai? C'est quoi toujours pourquoi vous n'êtes pas à tous nos projets associatifs présents, etc. Et toi, tu dis juste, mais les sollicitations sont dingues et j'ai un rôle aussi beaucoup tourné vers l'externe. Tu le représentes beaucoup. Donc, il y a énormément d'engagement et donc, voilà, vigilance forte. On parle de ce cycle de 8 ans, enfin, ce cycle de 4 ans, puis un nouveau cycle de 4 ans, parce que tu as été à nouveau élu. Donc, tu as à nouveau... En fait, tu as besoin... Du moment que tu as dit je veux, il n'y a pas eu d'élection. Non, mais par contre... Ah non, si, le conseil d'administration... donc c'est le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui décide. D'accord, donc, en gros, ils ont mis personne en face de toi? Non. D'accord. Du moment que toi, tu veux bien commencer... En fait, il y a 3 solutions. Ouais. Il y en a une qui dit n'y va pas. Toi, déjà, c'est... Enfin, le directeur général dit t'as envie d'y aller ou pas? Si tu dis j'ai envie d'y aller, ils peuvent te dire mauvaise idée, n'y va pas. Deuxième option, c'est de dire écoute, on comprend, et c'était pas mal, mais on va quand même te mettre en concurrence avec d'autres.
D'accord ? Deuxième option. Ah, déjà, c'est Troisième option, c'est eux qui disent. merci d'y aller et voilà. On est heureux que tu continues. Donc j'ai compris que c'était la troisième option. C'était la troisième option, mais toi, les trois options sont possibles. Et là, toi, tu as une vision, tu dis 8 ans, c'est où tu dis juste, il y a encore tellement à faire. Tu arrives à te projeter. Quel est le dean qui est resté le plus longtemps, tu sais ? C'était combien d'années ? Je crois que... Alors, je pense que c'est au tout début. Celui de 1881, il est resté jusqu'en 1908. Donc, il a fait 27 ans. D'accord. Vraiment en dessous... Pas mal aussi. 23, sans doute, ou un truc comme ça. Donc, tu penses qu'il y a un moment, il faut sortir. Ah oui. Jamais de la vie. Non, mais tu vois. Et donc, alors, je pense qu'il faut sortir. Il faut que d'autres personnes arrivent avec des nouvelles idées, une nouvelle dynamique, fassent d'autres choses, etc. Voilà, c'est épuisant aussi. Donc, pas sûr. Le troisième mandat, pas sûr. Oui, je pense pas. Attention, c'est quand même le ministre. Bon, on va continuer. Ministre de l'Éducation, je pensais, c'est pas bon. Troisième mandat, je pense, dans 3 ans, on va s'arrêter 2 minutes, on va écouter de nouveau une pause. Et là, c'est une autre pause familiale. Quelqu'un que tu aimes énormément qui va te poser cette question. Coucou fiston, est-ce qu'il t'arrive parfois d'envisager un nouvel avenir professionnel ? Et si oui, lequel ? Je t'embrasse. On parle du papa Yves. Mon père entrepreneur. Ah, et ton papa entrepreneur. Merci Yves d'ailleurs pour la question. Merci de la question et j'ai eu donc il a créé sa boîte. Tu aurais pu prendre la suite de ton papa. Ouais. Et on a souvent discuté de la boîte. J'en ai été actionnaire à un moment donné un peu. Et tu vois, c'est assez particulier, c'est-à-dire que j'ai vécu de l'intérieur les up and downs de l'entrepreneur, quoi, tu vois. Et donc des moments très durs. C'était une boîte qu'il avait créée au Japon et avec le tremblement de terre de Kobe. Tout le monde avait rapatrié les yens, le yen avait explosé, tous ses coûts étaient en yens. Enfin, ça a été des moments, tu vois, très difficiles, quoi. Et je me souviens d'une fois, tous les deux, il m'avait dit, deviens jamais entrepreneur. Tu vois. Ça te marque. Ça te marque, quand même. Et tu vois, je m'en souviens encore, quoi. Je m'en souviens encore. Et c'est vrai qu'il a jamais lutté. Il a respecté. Tu vois, tu parlais de qu'est-ce qu'ils ont fait tes parents. T'as pas envie de reprendre la boîte, c'est pas grave. Et, tu vois, et au bout d'un moment, il l'a vendue. Donc, Ce serait quoi Quand tu avais 16 ans, c'était prof de sport, ce serait quoi aujourd'hui ? Moi, ça tournera forcément autour de quel est l'impact sociétal qu'on peut avoir, tu vois. Donc, assez naturel. C'est à quel endroit où ça se passe ? Politique, c'est là où peut-être le plus d'impact. Ouais, mais je trouve que c'est d'une violence terrible. C'est vraiment, il faut avoir la peau très épaisse. Tu vois. Donc je suis pas sûr d'avoir la force de faire ça. Et donc, moi, je peux retourner dans mon département et être prof. Hein. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que je m'engagerai pleinement pour HEC, pour aller encore plus loin dans des choses que, tu vois, je peux pas. Et sérieusement, entre nous, avant de devenir DG, je m'étais dit, là où je vais me réaliser le plus, c'est ça. C'était créer le centre d'entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat, tout ce qui était l'impact social. Mais je m'étais dit, s'il y a un DG qui arrive, qui croit pas à ça, autant être le DG et puis se dire que c'est un élément un peu structurant. Donc, demain... Entrepreneur, tu me le dis pas, ça brûle tes mots, ça brûle tes lèvres, tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas te l'avouer. Tu dis que... Ouais, je sais pas, tu vois, j'aurais 53, 54, est-ce que t'es entrepreneur à ce moment-là, tu peux, hein. Donc, je te confirme, il y en a beaucoup, hein. Ouais, donc, il y aura une dimension entrepreneuriale, mais tu vois, cette idée de, j'aime ce mot, changer massivement des destins, tu vois, de gens changer de trajectoire, etc. C'est quoi ta raison d'être ici? Mon obsession, là, c'est vraiment de se dire, quel est vraiment l'impact de cette institution sur notre environnement. Les gens viennent te voir en te disant t'as changé que le destin a changé grâce à vous, quoi. Une autre question, la dernière. On a fait une pause ensemble qui est pas si passive que ça, parce que tu as dû quand même beaucoup parler et réfléchir et partager ton incroyable parcours et vision. Si
t'as envie, ou si t'as envie là, ce soir, de partir ou demain dans un endroit où tu sais faire cette pause-là, tranquille. Il est où cet endroit où tu vas faire une pause? C'est où? C'est en France, à l'étranger? Où il va, Loïc, Anil, Perrache, pour faire une pause? Écoute, il va en Provence. En Provence? Ouais. Avec ses parents. Avec ses parents. Ouais, un magnifique endroit en Provence. À côté d'où? C'est quoi c'est à Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, où ils vivent une partie de l'année. Et voilà, depuis que je suis né. C'est là où tu as découvert l'amour des truffes et de ces omelettes aux truffes. De ta grand-mère. De ma grand-mère, de ma mère. Et que, t'as raison, j'adore ça. Mais donc, Vaison-la-Romaine, quel bel endroit, quelle superbe région. Et Loïc, c'est la fin de notre discussion. Merci d'avoir partagé cette vision de l'éducation, de ce qui est une grande école aujourd'hui, de ce qui fait qu'on doit continuer à essayer de préserver l'éducation, parce que là, c'est quelque chose qui, parmi plein d'autres choses qui nous rassemblent, l'éducation, c'est central, fondamental. Merci beaucoup, Loïc. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.